Tu mets ton brique dans, tu rebranches ton micro, Caroline. On t'entend pas. Micro. Pour votre information, on vient de résoudre le problème il y a 10 secondes et du coup, c'est en train d'enregistrer et je ne vais pas stopper l'enregistrement pour être sûr que ce soit enregistré. Oui, Ça vous va? bah vas-y, de toute façon, oui, oui, tu peux même faire entrer les personnes, là, je pense, parce qu'il est 10 heures. Ouais. Et il sera possible de couper le démarrage. On va essayer. Faites. On va essayer. C'est compliqué. Bonjour, bienvenue. Pour info, ça enregistre déjà parce qu'on a eu un souci d'enregistrement. Donc, si vous souhaitez couper vos caméras micro, c'est dès maintenant. Bonjour, Monsieur Quereno. Bonjour, Margot. Bonjour. Bonjour. J'ai eu un message aussi de madame, d'une personne qui ne pourra pas venir, qui a informé qu'elle regardera l'enregistrement plus tard. Et du coup, on attend. Alors, Monsieur Chagnon, je ne connais pas. Bienvenue. Donc, c'est enregistré, Monsieur Chagnon, et on attend une autre personne. Bonjour, enchantée. Donc, c'est enregistré, c'est déjà en cours d'enregistrement. Ok. Bah, dans ce cas, on va démarrer directement, peut-être alors. Bienvenue à tous. C'est une rencontre qui est organisée par votre union régionale des SCOP et des SIC pour l'Île-de-France, Centre-Val de Loire et Dromcom. Donc, avec Philippine Moreau et Jean-Michel Jurquet de la Fédération du BTP, Aurélie Chamaret de la Fédération de l'Industrie et Nathalie James de la Fédération de la Communication. On remercie vivement. D'habitude, on a un petit temps off, mais voilà, souci d'enregistrement, on démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Donc, c'est la 9e rencontre du groupe d'échange de pratiques pour une transition écologique de notre union. Donc, pour Mémo, ça fonctionne par cycle. Et les cycles ont chacun 4 rencontres. La première rencontre, c'est toujours plutôt les acteurs de la transition qui définissent un programme sur la transition écologique pour qu'il y ait des infos concrètes communiquées par des coopératives aux autres coopératives. Le premier cycle, la première rencontre, c'était sur les modalités aussi pour une transition écologique, hein, donc en gros, surtout la RSE. Après, c'était sur une de ces modalités, le bilan carbone. Ensuite, sur une autre de ces modalités, l'objectif employeur pro vélo. Le deuxième cycle, il y a eu 3 autres rencontres sur l'éco-conception, la gestion des déchets de bureaux et alimentaires et les licornes, avec Cities et Common en particulier. Et là, on commence le 3e cycle d'intervention. Donc aujourd'hui, ce sera avec des personnes de 3 fédérations de notre mouvement, BTP, Industrie, Communication, qui vont présenter les services pour une transition écologique. Et puis les 2 rencontres suivantes, ce sera sur l'économie de la fonctionnalité et l'entreprise régénérative. Et donc la 3e sur le biorégionalisme. Donc cette rencontre est enregistrée. Elle sera diffusée ensuite à l'externe ou à l'interne, éventuellement par le mouvement. Donc, notre confédération générale, les unions régionales et les fédérations. Et puis après, ça peut être diffusé en interne par les coopératives adhérentes en interne. Donc, n'hésitez pas à couper vos micros, vos caméras. Et donc, je vais laisser la parole aux intervenants. Donc, on constate qu'il y a moins de participants en visio. Par contre, juste pour info, il y a à peu près 200 visionnages de chaque rencontre enregistrée. Donc, n'hésitez pas à participer plus et à moins visionner après coup. Ça peut être plus sympa pour nos intervenants. Voilà, donc je laisse la parole aux intervenants. Je vais partager le PowerPoint aussi. Je vais lancer ça.
Voilà, Philippine ou Jean-Michel, je ne sais pas trop qui veut se lancer. Merci Caroline. Peut-être je laisse Philippine se présenter parce que comme ça, moi j'enchaînerai sur ma partie tout de suite après et je repasserai la parole à Philippine par la suite. Bonjour Philippine Moreau, donc responsable de la RSE pour la Fédération des SCOP du BTP. Et merci pour cette invitation. Et donc, bonjour Jean-Michel Jurquet, donc moi je suis secrétaire général pour la Fédération SCOP BTP pour les régions Île-de-France et Centre-Val de Loire. Là, par rapport à notre fédération, donc, on rentrera un peu plus dans le détail, mais effectivement, on a notre label sectoriel, le label RSE Scope BTP, qui a été construit selon la norme ISO 26000. Et en Île-de-France, nous avons aujourd'hui 13 adhérents qui ont initié une démarche RSE. Et parmi ces 13 adhérents, 9 sont labellisés. Parmi lesquelles des entreprises qui sont labellisées depuis très longtemps, pour les citer quelques exemples, l'Union technique du bâtiment, les TT Géomètres Experts et la STP2E, notamment avec de nombreux renouvellements depuis 2015, 2016 pour certaines d'entre elles. Voilà ce que je peux vous dire en introduction. Je passe la parole à Philippine pour présenter un peu plus en détail notre label et notre démarche. Merci beaucoup, Jean-Michel. Caroline, je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, la Fédération des SCOP du BTP a commencé à discuter donc, notamment de développement durable à l'occasion de son congrès d'Avignon en 2008. Donc, c'est un sujet qui tenait à cœur à nos coopératives, à nos adhérents, et qui également en fait, estimait que les SCOP du BTP avaient une longueur d'avance sur ces sujets d'avenir. Déjà parce qu'on s'intéresse aussi au volet social et par notre modèle coopératif et que les échanges en fait, entre coopérateurs amènent des discussions et des réflexions sur des sujets tendances. En 2011, on voit les premières opérations collectives se lancer. Donc, la première opération pilote aura lieu en Sud-Ouest. Également, la Fédération Île-de-France va aussi lancer une démarche en 2012, avec notamment la construction en fait, de collectifs autour des sujets de RSE. La fédération également a souhaité structurer cette démarche d'accompagnement pour offrir un programme de qualité à ses adhérents. Et donc, nous avons donc signé la première convention de partenariat avec AFNOR Certification. AFNOR Certification, pour rappel, qui est à l'origine de la création de la norme ISO 26000, la norme, du coup, le référentiel de base de la RSE, une norme internationale qui permet d'initier les démarches volontaires au sein des coopératives ou au sein des entreprises de tout secteur confondus. En 2015, la fédération a créé le premier label sectoriel, donc avec des critères qui sont engageants, des critères qui concernent notre domaine d'activité, notre modèle coopératif, et donc du coup une démarche personnalisée pour les scopes du BTP. Progressivement, on va donc lancer aussi un certain nombre d'outils. On va notamment lancer un site de partage de bonnes pratiques, des accompagnements sur l'ensemble des territoires, des clubs RSE. Voilà, c'est une dynamique qui continue, qui évolue et qu'on continue de piloter. Je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. Les enjeux du secteur de la construction, ils sont nombreux, mais on en a quelques-uns qui ont ressorti un peu plus. C'est notamment l'impact environnemental. L'impact environnemental, puisque du coup, 20% des émissions de gaz à effet de serre donc, du coup, sont liées au bâtiment aujourd'hui. À l'utilisation, à la construction des bâtiments. On retrouve également des enjeux forts sur la santé, sécurité au travail, encore sur l'ancrage territorial et les achats responsables. Ce sont des thématiques qui, du coup, concernent particulièrement le secteur de la construction, d'autres secteurs également. C'est nous qui l'avons,
citer, c'est notamment une exploitation des données de 10 ans de labellisation, d'AFNOR certification qui a publié donc un livre blanc que vous retrouvez voilà, ici donc énoncé sur la slide. C'est un rapport donc, voilà, qui va permettre d'expliquer ce que les enjeux principaux, notamment des différents secteurs d'activité. Donc, voilà, c'est des enjeux qui sont forts, c'est des enjeux sur lesquels on a mis un point d'honneur à traiter dans notre démarche sectorielle. Je te laisse passer à la slide suivante. La fédération donc, Scope BTP au niveau national a établi donc, un processus d'accompagnement complet. On va notamment avoir une première phase qui va être s'informer, découvrir, où les fédérations régionales vont s'approprier en fait ce processus et vont organiser donc en région sur les territoires des réunions d'information, des réunions de sensibilisation, également des diagnostics d'entrée avec des experts RSE qui sont implantés aussi sur les territoires, qui sont référencés. Ça nous permet nous aussi d'assurer en fait un gage de qualité. On va avoir une deuxième étape qui va être mûrir et développer sa stratégie RSE. On recommande de réaliser des accompagnements par des professionnels, par des experts RSE, ou encore de participer à des rencontres. L'Île-de-France a son propre club RSE régional, un club qui est très dynamique, qui existe depuis un petit moment, il me semble, enfin, depuis plus de 10 ans. Si je ne dis pas de bêtises, je te laisse confirmer. Jean-Michel, oui. Je confirme. Je confirme effectivement l'existence du club RSE. En fait, c'est un club RSE qui est relativement ouvert parce qu'en plus des 13 entreprises qui aujourd'hui sont dans la démarche, on ouvre largement le club afin de donner envie, en tout cas, aux autres adhérents de se lancer dans cette démarche avec des rencontres qui sont l'ordre de 3-4 rencontres par an et sur des thématiques assez variées, mais notamment transition écologique, bien évidemment. Merci, Jean-Michel. Également, l'étape suivante, ce sera donc de préparer son évaluation. La fédération met à disposition un certain nombre d'outils, des experts, j'en parlais tout à l'heure, donc notamment un pool d'experts, de personnes de confiance peut-être qui vont pouvoir vous aider à travailler sur ces différents sujets, plus largement du développement durable, des solutions de financement également, puisqu'on a un certain nombre de partenaires comme des OPCO, comme l'OPCO Constructis, notamment avec qui on travaille ces solutions de financement, ou encore un autre partenaire comme la Confédération Générale des Scopes, avec qui on va aussi pouvoir établir des solutions de financement pour justement monter en compétence sur ces thématiques de la RSE. Dernière étape qui est donc l'évaluation, labellisation. On n'a pas d'obligation évidemment à se faire labelliser, à labelliser son entreprise. Toutefois, on a un certain nombre de retours d'expérience, notamment des entreprises qui nous expliquent que ça les a aidés à structurer leur démarche, ça les a aidés aussi à fédérer en fait autour d'un projet coopératif également, puisque la RSE touche en fait les piliers aussi bien économique, social et environnemental. Voilà, donc du coup, c'est une démarche très structurante, c'est une démarche qui va être fédératrice, c'est une démarche qui va permettre de rassembler les salariés et qui va permettre aussi d'améliorer la communication interne et externe. Donc du coup, on a cette dernière étape qui est l'évaluation labellisation qu'on a co-construit avec AFNOR Certification, où on a également aussi, dans le cadre de notre partenariat avec eux, un tarif préférentiel. Je disais tout à l'heure un parcours qui est très outillé. On a notamment un petit guide, notamment c'est la RSE au cœur des scopes, ce petit guide qui va permettre en fait de vous aider à comprendre ce qu'est la RSE au cœur des coopératives du bâtiment travaux publics, en quoi ça concerne concrètement, qu'est-ce que c'est. Ça concerne la qualité de vie au travail. Également aussi les achats responsables, on en parlait tout à l'heure, son impact et son ancrage territorial, avec comment on interagit sur certains sujets au niveau local. Il y a également d'autres productions que vous retrouvez toutes sur notre site internet RSE Scope BTP, des productions comme les bonnes pratiques RSE d'Île-de-France, centre qui a été publié il y a déjà quelques années, ou encore un décryptage du référentiel engagé RSE et RSE Scope BTP. Voilà, c'est du coup les outils que vous retrouvez sur notre site internet. Juste une précision concernant notre partenariat avec l'AFNOR. Si on s'est dirigé vers l'AFNOR et de manière assez naturelle, c'est parce que la plupart de nos entreprises ont déjà des certifications. La ISO 9001 avec tout ce qui est management de la qualité, la ISO 14001 pour le système de management de l'environnemental. Donc voilà, donc ça semblait naturel de nous diriger, d'avoir un partenariat avec cet organisme certificateur.
Tout à fait, merci pour ce complément. En effet, c'est vrai, voilà, c'est au-delà du fait qu'il soit à l'origine de la norme ISO 26000 qui régit en fait la RSE, il y a aussi une logique en effet de garder un partenaire, et également de faire des passerelles. Ça permet aussi à ceux qui sont engagés dans une démarche QSE, par exemple, une autre ISO, de faire des passerelles entre les différents référentiels. On a donc une dynamique nationale. Aujourd'hui, ça fait donc cette année, en fait, nos 10 ans du label RSE Scope BTP. On a donc une dynamique nationale avec plus d'une centaine de scopes qui sont engagés dans une démarche RSE, environ 150 qui sont sensibilisés à ces sujets-là. Nous avons aujourd'hui 24 coopératives qui sont labellisées. Parmi elles, on va retrouver notamment des noms que vous connaissez, STP2E ou encore UTB. Vous avez aussi TT Géomètre Expert, une entreprise, donc, un bureau d'études de 220 salariés à peu près, qui a renouvelé pour la deuxième fois déjà son label, ou encore CJL Evolution, qui vient de rejoindre le pool il y a peu de temps, la scope de la présidente nouvellement élue de la Fédération Île-de-France, mais aussi des petites structures comme la Scope Agri, qui est une entreprise du bâtiment. C'est des cordistes qui travaillent en Île-de-France, 5 salariés, et ces 5 salariés en fait, ont trouvé en fait, un moyen de fédérer, d'améliorer leur cohésion d'équipe, et notamment leur baromètre social en entreprise. Donc, voilà, 5 salariés qui viennent de renouveler également son label récemment. On va passer donc aux exemples de bonnes pratiques. Concrètement, en fait, qu'ont fait ces entreprises sur votre territoire, et pas que. Il y a eu récemment notamment à la présentation de la STECO avec son devis. Est-ce que, Jean-Michel, tu souhaites nous en dire quelques mots? Oui. Alors, le devis, ce qu'on appelle le devis éco-solution à faible impact carbone ou à double impact, en fait, c'est un deuxième devis qui est proposé aux clients, c'est-à-dire vous avez le devis classique avec des matériaux neufs, voilà, pour la mise en œuvre. Et à côté de ça, vous avez un autre devis avec des matériaux qui sont reconditionnés. Et le devis fait bien apparaître, si vous voulez, la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, une des faiblesses, si j'ose dire, de ce genre de solution, même si elle a énormément d'intérêt, c'est que c'est des devis qui sont de l'ordre de 20 à 30% plus chers que les devis classiques, parce que les matériaux qui sont reconditionnés, il faut les refaire valider par les bureaux d'études, afin qu'ils puissent être proposés et mis en œuvre sur les chantiers. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'Asteco, c'est à peu près 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les devis à double impact aujourd'hui ne représentent que 250 000 euros sur 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe depuis 2 ans, qui est en train de se mettre en place, qui avance, mais qui prend un peu de temps quand même. Tout à fait. Merci Jean-Michel. Également, il y a aussi CJL Evolution. En fait, là, on est plutôt sur la partie production en fait, de ces exemples en fait, de la retranscription de la transition écologique. Au niveau de la production, on a également des chantiers bas carbone que CJL a mis en place. Pareil, je pense que c'est du coup, si tu peux nous en dire quelques mots, mais c'est du coup une proposition aussi. C'est une option en fait, une option plutôt à faible impact. Oui, en fait, l'idée, c'est de réduire justement l'impact environnemental je dirais de l'entreprise sur ces chantiers, en agissant à la fois sur la gestion des matériaux et sur l'organisation des trajets. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette réutilisation des terres pour pouvoir les remettre dans les chantiers et en même temps l'optimisation des trajets des équipes. Là aussi, on retrouve un élément qui est bloquant, donc c'est intéressant d'observer ça, c'est que en ce qui concerne la réutilisation des terres, souvent la maîtrise d'ouvrage, donc le client, il est réticent à la réutilisation des terres, et donc ça nécessite quand même un travail en amont d'information, de sensibilisation auprès de la maîtrise d'ouvrage pour leur expliquer que ces terres qui sont réutilisées, elles ont la même qualité que des terres neuves. Voilà. Donc on identifie toujours des petits blocages, des petits freins sur ces questions de matériaux reconditionnés dans le cas du devis à double impact ou de la réutilisation de terres d'excavation.
Tout à fait, mais plus les démarches en fait seront nombreuses et connues et reconnues, plus il y aura aussi une légitimité à les proposer. Au niveau des consommations, les scopes aussi agissent au niveau des consommations. On a donc du coup notamment un exemple de la scope Alcar qui a choisi de travailler au niveau local. Alcar est basée à Moléon-Nichard. Elle est dans l'activité de construction métallique et a souhaité travailler avec une coopérative, donc une scope locale qui produit donc de l'énergie au Pays Basque. Et l'idée, en fait, c'est de rendre autonome en énergie donc, le Pays Basque. C'est vraiment, on a voilà, un double effet également avec cet ancrage territorial, avec le travail entre coopératives et également aussi un souhait de réduire ses consommations. D'autres coopératives ont travaillé sur les approvisionnements. En effet, c'est aussi un moyen de travail sur la transition écologique, c'est de travailler sur l'approvisionnement en filière courte. Ça, c'est un projet notamment de la SCOP Cabestan, de la SCOP CAE Cabestan, Cabestan étant basé en Auvergne-Rhône-Alpes et donc du coup qui a souhaité en fait travailler sur cette filière courte, se réunir avec ses partenaires et notamment en fait remonter la chaîne d'approvisionnement du bois pour essayer d'avoir une meilleure gestion de sa matière première et donc du coup réfléchir sur cette thématique-là, qui du coup les aide progressivement à baisser leur empreinte carbone. La RSE et la transition écologique sont également des outils en fait de stratégie. On en parlait tout à l'heure avec notamment le fédéré autour d'un collectif. On a aussi des entreprises qui se sont engagées. Alors là, ça va être du coup une opération plutôt en Occitanie avec des scopes qui se sont réunis pour faire une opération collective dédiée sur la transition écologique qui vont co-construire leur feuille de route pour les 10 prochaines années. Ou encore un travail sur les déplacements. Alors là, les déplacements, c'est un exemple de TT Géomètre Expert qui a travaillé sur comment favoriser les nouvelles mobilités. Est-ce que, Jean-Michel, tu veux en dire un rapide mot sur Oui. Alors, les TT Géomètre Expert, donc un bureau d'études de géomètres, il favorise dans un premier temps tous les déplacements dès lors que c'est possible en train, dès lors que c'est possible parce qu'il n'y a pas de matériaux lourds à transporter ou de matériel encombrant. Et les courts déplacements, ils vont les favoriser via l'utilisation de vélos. Et souvent de vélos électriques. Alors vélos électriques, et ça ils mettent un point d'honneur que ce soit des vélos électriques fabriqués en France. Et dans leur stratégie de développement et d'implantation de nouvelles agences, ils vont justement essayer de s'implanter, avoir les choix d'installation de nouvelles agences dans des lieux urbains qui sont couverts par les transports en commun, les facilités d'accès, et notamment via les vélos. Merci. Du coup, tous ces exemples en fait, vont montrer que la transition écologique, ce n'est pas nécessairement une injonction en fait, extérieure, c'est aussi une dynamique concrète et en fait que les entreprises vont mettre en œuvre par différentes petites actions. Et du coup, ça vous permettra peut-être de vous inspirer et de démarrer cette transition par l'un de ces leviers. Et j'en ai fini. Bien. Merci. Du coup, je continue. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Nathalie James, la déléguée générale de la Fédération des scopes de la communication. Donc, notre fédération accompagne ses adhérents dans la mise en œuvre de leur démarche RSE, mais depuis bien moins longtemps quand même que la fédération du BTP. Nous, on n'avait pas ces demandes dans ces années-là sur les scopes de la communication. Donc, nous, on les accompagne depuis 2023. Donc, on va pouvoir commencer avec la slide suivante. Voilà, on a plusieurs outils, dont deux formations qu'on délivre chaque année depuis 2023. On a un premier atelier en ligne qui est animé par une experte RSE qui vient de la coopérative, enfin qui est coopératrice d'une CAE, c'est Sylvie Mallet de Créalide. Et donc, cette formation, elle permet à nos adhérents d'acquérir les bases d'une démarche RSE stratégique et tout en restant fidèles à nos valeurs sur la gouvernance partagée, l'utilité collective de l'activité, l'engagement environnemental. Et c'est aussi pour les aider à poser un plan d'action cohérent avec leur activité.
Et la seconde session, là, c'est plus pour les confirmer. Et donc, on est toujours sous forme de webinaire. Et ce webinaire, il vise à passer à l'action. Donc, avec la définition d'une stratégie qui est adaptée à l'activité, l'identification d'indicateurs, et puis on explore un petit peu toute l'ISO 26000. Et avec ça, on organise des partages d'expériences concrètes des personnes qui sont connectées pour pouvoir inspirer les autres participants. Et donc, à chaque étape, on vérifie quand même la cohérence aussi avec le modèle SCOP hein, qui reste central. Avec la raison d'être et puis aussi la mobilisation des parties prenantes et les choix que vont pouvoir faire chaque participant. On présente aussi tous les outils qui sont à leur disposition pendant ces sessions. Donc, on va passer au sujet suivant. Donc, on organise aussi, enfin, on a organisé pas mal de fresques de la RSE en région. Donc, ça vise à sensibiliser en fait les adhérents et pas seulement de la communication, hein, tous les adhérents du mouvement étaient invités dans chaque région et ça sensibilise en fait à la manière d'une fresque, c'est-à-dire de façon ludique et collective aux enjeux de la RSE. Donc, ça permet de mieux comprendre les interconnexions entre les enjeux environnementaux, socio-économiques et c'est tout, voilà, il y a une espèce ça favorise un petit peu l'intelligence collective, puisque c'est très interactif. Quand on prend une carte, voilà, on peut discuter avec les autres coopérateurs et c'est un véritable espace d'échange pour sensibiliser à la RSE. Ensuite, sur la suivante, alors là, c'est voilà, une présentation un petit peu de la plateforme RSE qu'on a développée, où là, tous nos adhérents peuvent retrouver les outils qui sont mis à leur disposition. Donc, c'est une plateforme qui est accessible par leur extranet. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les outils qu'on y retrouve. Donc, sur la suivante. Vous avez déjà de la documentation. On y a mis. En fait, on va passer directement à la suivante parce que j'explique plus précisément après ce qu'il y a dessus. Voilà, il y a déjà un autodiagnostic que nos adhérents peuvent faire de façon assez simple. C'est gratuit, c'est confidentiel et ça permet à chaque coopérative d'évaluer sa maturité à la RSE. C'est vraiment un premier pas dans la RSE. Ça permet déjà d'identifier ses points forts parce que souvent on fait des choses, on fait déjà des choses et en fait c'est juste pas formalisé. Donc ça permet aussi de se rendre compte qu'on fait déjà des choses. Et puis les axes de progrès, ça permet aussi de voir les axes de progrès. Et avec ça, on peut structurer une démarche qui soit adaptée à la réalité de la SCOP. Et ça, voilà, ça constitue un point de départ concret pour formaliser ensuite un plan d'action, mobiliser les équipes. Ça permet, voilà, on a aussi tout un scoring, vous allez le voir après, qui permet aussi de faire le point et de mobiliser les équipes. Et ça, voilà, c'est un support qui permet cette logique de progrès. Ensuite, voilà, donc on a un petit schéma là sur le scoring. Donc, vous voyez, on a chaque pilier qui est représenté dans ce scoring. Oui, alors les exemples d'engagement, ça, ce sont des documents qui sont à la disposition aussi de nos adhérents, qui sont classés par les différents métiers de la communication. Donc, c'est des fiches qui permettent de s'inspirer des pratiques existantes hein, et puis d'identifier peut-être des actions qui sont pertinentes et réalistes avec l'activité, puisque dans le secteur de la communication, on a des activités quand même qui sont très différentes. On va passer de l'imprimeur à l'agence événementielle qui organise des événements, à l'agence de conseil en communication qui va devoir faire attention aux messages qu'elle produit. Enfin, il y a l'audiovisuel. C'est encore voilà, tous ces métiers-là sont quand même même si c'est des métiers de la communication, c'est quand même très différents et ils impactent
pas aux mêmes endroits. Et donc, ça permet vraiment de personnaliser un petit peu voilà, les exemples inspirants, quoi. Voilà, bah, après, je ne sais plus si j'ai autre chose encore sur une slide suivante. Voilà, donc ensuite, lorsque on a rempli les engagements, il ressort une fiche de présentation par enjeu, et des engagements qui sont pris par la coopérative. Sur ce document, on y retrouve aussi le scoring et ça leur permet d'avoir un support à présenter à leurs parties prenantes sur la direction, sur la route qu'ils ont, sur leur situation et la route qu'ils ont pris en matière d'engagement RSE. Et peut-être sur la suivante, on a, pour parler voilà, de la certification de la fédération, alors ce n'est pas un label à proprement parler, hein, bien que l'autodiagnostic soit basé sur l'ISO 26000, et que voilà, la SCOP prend ses engagements, mais ce n'est pas pour autant un label, c'est une certification de la fédération qui indique que cette SCOP ou cette SIC est engagée dans la RSE. Et voilà, ça permet aussi peut-être parfois, quand on répond à des marchés, à pouvoir montrer qu'on est quand même engagé, même si on n'a pas encore un label. Ensuite, on peut, nous aussi, accompagner nos adhérents avec des experts RSE vers une certification, vers un label. On l'a déjà fait et effectivement, comme l'a dit Philippine tout à l'heure, on peut mobiliser le mouvement pour trouver des fonds, en tout cas pour participer à cette labellisation. Voilà, je pense que j'en ai fini. Ouais. Eh ben, je prends la suite. Donc, je suis Aurélie Chamary, je m'occupe de la Fédé des SCOP et des SIC de l'industrie. Donc, Caroline, tu peux passer à la slide suivante. Pour mettre un petit peu de contexte, la Fédération de l'industrie a été relancée en 2022 lors du congrès de Rennes par des gérants de coopératives industrielles qui souhaitaient voir cette fédération se relancer, puisque ça faisait plusieurs années qu'elle était en dormance. Pour relancer l'activité, ils ont souhaité travailler sur un thème qui leur a semblé commun aux différentes coopératives et ils ont choisi la transition écologique. Ils m'ont recruté il y a 2 ans, donc en mai 2023, pour justement concrétiser ce souhait politique. Donc mon rôle, c'est de relancer la fédération, mais également donc avec ce prisme sur la transition écologique. Donc ça va faire 2 ans que j'essaie de définir une feuille de route assez claire en partant à la fois des besoins des adhérents, comprenant bien quels sont les besoins, quelles sont les pratiques, les enjeux des uns et des autres, mais également quels sont déjà les services offerts par l'écosystème qui entoure les coopératives industrielles. Et il y a déjà pas mal de choses qui se passent. Pour nous aider à faire ça, à avoir cette réflexion, on a participé avec Jérôme Mathieu, qui préside la fédération, à la Convention des entreprises pour le climat. Il y a eu un parcours dédié à l'industrie qui a eu lieu l'année dernière. On a terminé vraiment il y a une semaine, la semaine dernière. L'idée, c'était justement pendant 1 an de se nourrir d'experts, de se nourrir d'expériences et de se donner le temps vraiment de façon approfondie de réfléchir à ce qu'on voulait vraiment proposer comme justement offre de service aux adhérents de la fédération. Notre objectif aujourd'hui, il est assez clair, en tout cas au niveau des coopératives industrielles. Il nous semble que si on doit dire que les SCOP et les SIC, c'est l'entreprise, le modèle d'entreprise de demain, il nous faut pouvoir les accompagner sur les questions de résilience et de robustesse et de mieux anticiper
les enjeux que représentent les problématiques environnementales dans les prochaines années, particulièrement dans l'industrie qui est dépendante de ressources d'énergie. Donc ça, c'est vraiment notre moteur, c'est de pouvoir accompagner vraiment plutôt au cœur des entreprises au niveau stratégique pour les aider justement à mieux naviguer dans un monde qui est plus incertain, plus complexe et plus changeant. Diapo suivante. Donc pour ça, en fait, on a défini 3 sujets qui nous semblaient particulièrement prioritaires pour montrer également, puisque à la fois notre action vise à soutenir les adhérents, mais également à crédibiliser le modèle Scope et SIC pour l'industrie française de demain, donc ce qu'on appelle la renaissance industrielle. Donc pour ça, on a choisi 3 thèmes qui nous semblaient plus spécifiquement pertinents sur la question de transition pour justement montrer que le statut est pertinent et qu'il nous faut renforcer ces aspects-là. Pour nous, aujourd'hui, un des enjeux de l'industrie, c'est le recrutement. Ce sont souvent des emplois qui sont difficiles, même si bien payés, et beaucoup de nos adhérents rencontrent des difficultés à recruter, et pourtant on ne pourra pas avoir d'industrie demain s'il n'y a plus personne qui y travaille. Donc on a vraiment essayé, on va essayer de travailler sur cet axe en essayant de comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, travailler dans une coopérative industrielle, il y a vraiment un avantage, est-ce qu'on prend vraiment soin des individus dans les coopératives industrielles? Et si c'est le cas, justement, nous, on va essayer de récolter les bonnes pratiques et de communiquer autour dans l'écosystème. Un deuxième axe qui nous semblait vraiment intéressant aussi à développer, c'est de dire, en fait, dans les coopératives, on est en général des champions de la coopération et des champions de la gouvernance partagée. Et ce sont des questions qui sont particulièrement importantes. Aujourd'hui, quand on parle de transition écologique, on doit développer ces aspects de coopération au sein des entreprises, mais aussi autour. Donc nous, on s'est dit, on va essayer de comprendre justement comment cette coopération fonctionne dans les coopératives industrielles. Est-ce que justement ça fonctionne bien? Est-ce que, au regard des spécificités de l'industrie, des coopératives qui sont plus importantes, plus grandes, avec des profils souvent assez hétérogènes, donc comment tout ça fonctionne et comment en fait on peut diffuser les bonnes pratiques encore une fois et communiquer sur ces aspects, donc renforcer aussi les compétences des adhérents. Et puis un troisième volet qui nous tient à cœur, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on parle de réindustrialisation en France, mais produire pour produire, ça n'a pas de sens. On a vraiment à cœur de développer une industrie qui réponde aux besoins de la société tout en respectant les limites planétaires. On sait bien que le mythe de la croissance infinie n'est pas possible, et comment en fait on réfléchit à nos modèles de développement ou nos modèles économiques, justement en prenant en compte à la fois ces besoins de la société, et il va y en avoir pour justement répondre à tous nos défis de transition écologique dans ces prochaines années, comment on répond à ces problématiques de la société tout en respectant les limites planétaires. Donc, on mène et puis on va mener trois types d'actions. On va développer tout un volet d'observation, de mesures. Comme je vous disais, l'idée, c'est vraiment de bien comprendre les pratiques actuelles, s'appuyer dessus pour aussi être plus en capacité de savoir où on en est et sur quoi on doit vraiment agir. Donc, on va notamment lancer un travail de recherche-action qui vise à mieux comprendre comment fonctionnent les CA des SA industriels dans ce volet justement coopération. C'est une problématique qui a souvent émergé au sein des coopératives, c'est justement comment on travaille ensemble. C'est une problématique qui est souvent rencontrée dans les scopes, mais particulièrement dans les scopes industriels, encore une fois, avec des profils hétérogènes, des grandes structures.
Donc ça, on va mener ce travail donc avec un chercheur, et l'idée, c'est de travailler avec des délégués pour justement développer des outils qui peuvent être partagés par les délégués pardon, excusez-moi, pour les partager dans différentes coopératives. On a également un travail de thèse qui est en cours actuellement sur l'évaluation des pratiques des coopératives industrielles en matière de transition écologique. L'idée, c'est de se dire, de faire une photographie de l'état initial aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de l'implication des adhérents sur ces questions de transition, ce qui va nous permettre au fur et à mesure de pouvoir évaluer justement l'avancée ou en tout cas l'implication sur ces questions-là, de ne pas naviguer à vue. Et l'idée, c'est justement de mettre en place un travail pour faire émerger un système d'indicateurs à la fois qui permettrait de faire du reporting à l'échelle du réseau, mais aussi un suivi reporting à l'échelle des adhérents, avec des spécificités vraiment au niveau industriel. Donc, ce travail de mesure, d'observation, il doit venir appuyer aussi les adhérents. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir soutenir l'action actuelle, de pouvoir informer, de pouvoir diffuser les bonnes pratiques et de faire aussi prendre conscience des enjeux. Donc, pour ça, on a un webinaire qui se tient tous les 2 mois avec des thématiques différentes. On a notamment évoqué la question de l'achat de l'énergie. On a commencé aussi à réfléchir sur si je veux me lancer dans la transition écologique, par quoi je commence. Donc, on fait souvent intervenir des experts, mais aussi l'idée, c'est de favoriser les échanges et les retours d'expérience entre pairs. Notre rencontre annuelle a lieu en novembre, en général à Paris, et ce qui est important pour nous, c'est qu'on dédie une journée à la prospective industrielle. La prospective industrielle, ça sert à quoi? Ça sert juste à réfléchir et à imaginer ou à comprendre quels sont tous les signaux faibles, toutes les tendances qui vont venir nous impacter dans nos activités et donc au niveau des coopératives. Donc, on fait intervenir des experts sur ces questions-là du CETIM. Ils sont vraiment super, c'est leur boulot. Donc, on parle autant de management que d'énergie, de géopolitique, de plein de thèmes différents. Et ce qui est très riche, c'est justement d'avoir leur retour d'expertise, mais également les retours d'expérience et les échanges entre pairs pour se sentir un peu moins seul et démuni face à des choses qui sont parfois un peu dures à gérer tout seul, et puis avec lesquelles on ne sait pas trop quoi faire. On a également mis en place des groupes métiers qui ont des besoins spécifiques et donc que j'accompagne sur des thématiques. On a notamment un groupe textile qui m'a demandé de les aider sur le recyclage de leurs déchets de coupe, puisque c'est une demande qu'ils ont maintenant de la part de leurs clients, notamment dans la haute couture, qui leur demandent un certificat montrant que leurs déchets de coupe sont bien recyclés. Donc ça, on a mené une action collective pour justement essayer de trouver une issue. Idem avec un groupe tôlerie qui commence à bien fonctionner. En fait, l'idée, c'est de travailler ensemble sur leur consommation d'énergie et de matière. Comment, à travers des échanges de pratiques, ils arrivent en fait à se challenger et à baisser leur consommation. On a également élaboré un diagnostic transition écologique. Donc, vous voyez un visuel à droite. L'idée de ce diagnostic, en fait, c'est que il est basé sur l'idée de la double matérialité. Alors, c'est un peu du jargon pour dire quoi? Pour dire que souvent dans les diagnostics RSE ou diagnostics transition, on va regarder ce que l'entreprise a comme impact, mais également mène comme action pour limiter ses impacts. C'est intéressant, mais pour moi, c'est pas suffisant, justement, si on est dans une dynamique d'intégrer la transition écologique dans son business model. Donc, il y a effectivement ce que l'entreprise a comme impact sur son milieu, mais également quel va être l'impact
du milieu sur l'entreprise. On vient de traverser, on y est toujours, moi je suis basée à Grenoble, donc je peux vous dire qu'il fait encore toujours très chaud. On vient de traverser une phase caniculaire qui a coûté très cher à la France. Alors je me souviens plus, j'ai entendu les chiffres, mais j'ai plus les chiffres en tête. Mais on voit bien que en fait la canicule joue sur, il y a la Fédé BTP qui est bien placée pour le savoir aussi, mais va jouer sur l'élan des travailleurs, enfin travailler là dans l'industrie ou dans le BTP ces derniers jours, je peux vous dire que vraiment c'était particulièrement difficile et on peut imaginer qu'en termes de productivité, ça va baisser. Donc en fait, l'idée, c'est de prendre toutes ces questions, de se dire, en fait, comment mon activité va être impactée par le changement climatique, par peut-être la baisse de la biodiversité. J'ai pas mal de boîtes dans l'agroalimentaire. Je peux vous dire qu'il y a des questionnements à avoir sur est-ce que s'il y a une baisse des pollinisateurs, il va y avoir autant de fruits, ou est-ce que les fruits vont avoir le même prix dans 20 ans? Il est possible que non. Donc voilà, c'est vraiment ce diagnostic de double matérialité, c'est vraiment de réfléchir sur ces deux aspects. Quels sont mes impacts et est-ce que je fais des choses aujourd'hui pour limiter mes impacts? Quelles sont mes vulnérabilités et qu'est-ce que je mets en place dès maintenant pour essayer d'être moins vulnérable à toutes ces questions? Et dernière slide, l'idée c'est également au niveau de la Fédé de faire du plaidoyer. Donc comme je vous disais, l'idée c'est qu'on puisse montrer que le modèle Scope et SIC est une alternative vraiment crédible pour la renaissance industrielle en France. Donc, on essaie de mener du plaidoyer sur le Made in France, le Made in coopérative. Donc, on essaie de s'intégrer dans différents écosystèmes. C'est des choses qui prennent du temps, mais voilà, on essaie d'œuvrer aussi sur ces questions-là pour montrer que les coopératives industrielles produisent en France et sont vraiment une solution sur pas mal de sujets quand on parle de souveraineté, de retour à la souveraineté, etc. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais arrêter le partage. Du coup, on va plus découvrir les participants. Il nous reste une dizaine de minutes pour échanger. Margot, Antoine, Jean-Marie, est-ce que vous avez des questionnements suite à ces présentations? Moi, j'ai pas forcément de questions. C'était intéressant de voir tout ce qui se faisait parce que du coup, moi, je fais partie du cabinet expert qui accompagne les entreprises dans leur stratégie climat ou RSE. Et du coup, de voir ce qui est fait pour pouvoir réorienter potentiellement des clients sur les fédérations que je connais très peu. Du coup, c'est très intéressant. Mais là, concrètement, j'ai pas forcément de questions. Ça va peut-être venir là, mais tout de suite, non. Merci beaucoup pour le partage. Pour compléter, hein, moi je me présente rapidement, je suis Antoine Chagnon, du coup je travaille dans une agence d'éco-conception entre mi-ingénieur, mi-designer sur le développement produits et services. Du coup, c'était très clair, ou c'était surtout pour avoir de l'information et suivre un petit peu, on est aussi sous forme de scope, c'était plus pour avoir de l'information, j'ai pas de questions en tout cas pour le moment. D'accord, merci. Si c'est pas indiscret, c'est possible de savoir Mhm. pour quelle coopérative? Coopérative MU, pardon, D'accord. je suis pas sûr de l'avoir dit, c'est une agence d'éco-conception, on est situé à Paris, on a une antenne à Grenoble et une à Redon en Bretagne. Merci. De rien. Merci à vous pour la présentation. Mon micro. Oui, non, je n'ai pas de questions non plus, hein. Je suis un peu au fait de ce qui se passe dans notre fédération. Et c'était toujours intéressant de voir ce que la Fédération de la communication et la Fédération de l'industrie avaient mis en place, même si pour la communication, j'avais suivi un peu. Je dois avouer que pour l'industrie, j'étais un peu sec. Donc, toujours intéressant de savoir que ça a été remis en place dernièrement. Voilà, merci. Eh ben, merci beaucoup à nos intervenants, hein, Aurélie, Jean-Michel, Philippine, Nathalie, merci beaucoup.
Margot, vous souhaitez intervenir? Oui, finalement, j'ai une question. Je sais que ça a été un sujet qui a été un peu discuté avec Aurélie, avec Jean-François Filot, qui est un des fondateurs de mon cabinet. Je voulais juste vous poser la question un peu à toutes, c'est est-ce que, enfin, du coup, là, on parle beaucoup RSE un peu plus global. Moi, je travaille beaucoup sur la partie vraiment climat plus particulièrement. Mais est-ce qu'il y a justement, il y a un peu un focus qui a été fait sur la partie climat parce qu'on sait que la partie climat, c'est quand même quelque chose de très prégnant et important dans l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'adaptation au changement climatique. Est-ce que, est-ce que ça a été, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est clé, qui fait partie du cœur de vos actions? Et est-ce que vous avez déjà entamé des discussions aussi, par exemple, avec l'ADEME, pour potentiellement mettre en place des opérations collectives entre tous vos adhérents sur des démarches de construction de stratégie climat, par exemple, comme la démarche Acte Pas à Pas. Enfin, je sais pas si c'est des choses que vous avez déjà. Enfin, je sais que côté Fédération Industrie, c'est des choses qui ont déjà été un peu abordées, mais est-ce que enfin, ce côté BTP et communication, est-ce que ça a déjà été touché du doigt, ces sujets-là? Alors, je me permets de répondre un tout petit peu sur le sujet. Euh, Nous, il y a le constat qui est fait, en tout cas en Île-de-France, et notamment dans le cadre des audits RSE. Ce qui remonte souvent de la part des auditeurs, c'est qu'il y a une faiblesse, très clairement, hein, des entreprises, des scopes du BTP sur les questions environnementales. Euh, et donc, du coup, pour essayer de commencer à pallier à cela, on a des ateliers au sein des clubs RSE de sensibilisation, d'information, notamment sur des questions d'achat responsable. Alors, l'achat responsable, hein, très globalement, mais en gros, c'est dire aussi ton sable que tu vas utiliser pour faire de la maçonnerie, pour faire ton ciment, ben, d'où est-ce qu'il provient, etc. La question du bilan carbone, notamment pour identifier dans la chaîne de valeur quels sont ben, les éléments où il y a le plus d'émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir ensuite mettre en place des actions, en tout cas essayer de corriger ou voir comment on peut atténuer les choses. Voilà vraiment ce sur quoi on travaille. En tout cas, on a initié ce travail-là. Et ensuite, on ne travaille pas directement avec l'ADEME. Alors sur l'ADEME, il y a la base de données, il y a tous les éléments qui nous permettent voilà, de voir les calculs, ou d'avoir des indicateurs. Mais on n'a pas d'opération collective avec l'ADEME. On n'a pas mis en place d'opération collective avec l'ADEME. Aujourd'hui, on travaille avec une agence qui s'appelle l'agence Déclic. On a commencé à travailler avec eux, qui sont présents en Île-de-France et en Bretagne, à Rennes, me semble-t-il, et qui ont une petite expérience d'accompagnement des entreprises du bâtiment, notamment avec la Fédération française du bâtiment de Normandie. Donc ça nous semblait pertinent, en tout cas, de commencer à travailler avec eux. En complément, c'est exactement ça, c'est voilà, le constat qui est fait en fait. Alors, du coup, et dont parle Jean-Michel, c'est vraiment voilà, ce constat en fait d'un manquement déjà sur une petite faiblesse en fait, on va dire sur les transitions écologiques, parce que tout simplement, c'est des questions qu'on ne se posait pas avant et qu'on a accès aussi sur d'autres priorités. On a également donc du coup des animations du club RSE qui vont venir en fait en soutien. Et je parlais tout à l'heure aussi d'une expérimentation. Aujourd'hui, la Fédération Occitanie qui fait partie de nos fédérations pilotes comme l'Île-de-France, qui teste différentes thématiques, différents supports, organise donc une opération collective en ce moment même. Elle a démarré en début d'année avec donc je crois qu'il y a c'est 6 entreprises qui participent à cette opération et qui est axée sur la transition écologique. Donc, on va vraiment être là plutôt sur la prise de conscience, sur l'accompagnement, mais pourquoi pas ponctuellement développer des modules sur le climat. Pour l'instant, les fédérations font aussi en fonction des demandes et des besoins de nos adhérents et ils ne sont pas pour l'instant aussi précis. Toutefois, on a quand même des bilans carbone qui sont réalisés avec voilà, cette volonté en fait finalement de prendre conscience de son impact et de voir aussi corriger le tir avec des stratégies de décarbonation au sein des entreprises.
Jean-Michel, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste deux petites choses. Alors, pour le bilan carbone, nos entreprises sont peu concernées par la question, enfin en tout cas par l'obligation du bilan carbone, parce qu'on a une seule entreprise qui est Union Technique du Bâtiment, UTB, qui fait 1200 salariés à peu près. Donc voilà, donc elle dépasse le seuil des 500 salariés en métropole. Donc il y a cette obligation-là. Les autres sont concernés d'une autre manière, c'est-à-dire que vous avez la maîtrise d'ouvrage, donc le client, qui pour réaliser son propre bilan carbone va demander le bilan carbone à ses sous-traitants. Et donc indirectement, elles ont cette préoccupation, en tout cas elles se disent est-ce que je dois faire ou pas mon bilan carbone. Et ensuite, il y a ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire le fait que réaliser un bilan carbone permet, sur le scope 1, scope 2, permet d'identifier voilà, dans la chaîne de valeur quels sont les postes à plus forte émission de gaz à effet de serre. Dans la construction, on est aussi confronté à deux autres problèmes. Le problème du prix. Lorsque vous êtes sur un marché public, en général, le prix, dans une note, c'est ce qui a la plus forte note. Hein. Donc, aujourd'hui, les biosourcés, géosourcés, par exemple, sont en général plus chers que les matériaux traditionnels. Et ensuite, vous avez un autre problème. Alors, on peut détailler ça, on peut aller plus loin, mais c'est juste un exemple. Après, vous avez un autre problème aussi, c'est que les matériaux, ce qu'on appelle issus maintenant de la déconstruction, avant c'était la démolition, maintenant on parle de déconstruction, il y a le problème des assurances. Pour certains matériaux, c'est-à-dire que les assureurs, pour ne citer que celui de la branche, la SMA BTP, ils sont un peu frileux à assurer voilà, sur des questions décennales notamment. C'est une spécificité française. Parce que voilà, il faut refaire toutes les études de solidité, etc., etc. Parce que d'apparence, le matériau peut sembler très bien, mais après, vous ne savez pas comment ça a travaillé, et donc voilà. Donc on est confronté, et avec les exemples que j'avais mentionnés avec Philippine lors de notre présentation, c'est que vous avez, je ne sais pas, des sortes de croyances sur les terres d'excavation qui seraient moins bonnes que d'autres terres, ou voilà. Ok, merci. Et moi, si je peux répondre pour notre fédération, donc les métiers de la communication, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu spécifique puisque les métiers sont quand même divers et variés. Et notre accompagnement est plus sectoriel et individuel, je dirais, par entreprise. On n'a pas lancé d'action collective en faveur du climat. Par contre, voilà, on a toutes les recommandations de l'ADEME qui sont sur notre plateforme RSE et accessibles à nos adhérents, comme par exemple l'éco-construction d'un bâtiment d'usine d'imprimerie, par exemple, qui a été travaillé avec l'ADEME dans notre branche imprimerie. Voilà, donc quand il y a des recommandations comme ça sectorielles, on les met à disposition de nos adhérents, et lors de nos échanges pendant les webinaires, il peut y avoir des actions, on ne va pas dire collectives, mais de plusieurs adhérents qui vont aller dans le même sens, mais on ne peut pas vraiment appeler ça une démarche collective de la fédération, à proprement parler. Merci. Merci beaucoup. Du coup, je ne sais pas si... Je ne pense pas qu'il y a d'autres questionnements, peut-être des remarques ou... Ok. Bon, merci en tout cas beaucoup aux intervenants. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci à